Bon après-midi à tous. Merci d'être là et à tous ceux qui sont reliés à nous de tous les parties du monde par streaming. Le titre de la rencontre est une rencontre appelée Approche, une rencontre que le cardinal de ses 10 ans pour raconter un peu tous les projets qui ont été réalisés pendant ces 10 ans dans les différents pays et nous disons aussi organisés dans le contexte de la Journée internationale du volontariat. Le slogan qui accompagne, c'est ensemble. Le nombre des volontaires grandit et on estime à des millions de volontaires et leur aide. Et on a calculé que le nombre des volontaires parle 61 millions de volontaires employés, les heures de travail. Nous aiderons pour ce cours sur le volontariat et aussi leur engagement. Permettez-moi de les présenter. Le cardinal Augusto Paolo Giudice, archevêque de Sienne, qui est évêque de Sienne, de Colle del San Montalcino. Et puis le professeur Marco Caselli, qui est directeur du Centre pour la solidarité internationale de l'Université catholique du Sacré-Cœur à Milan, et monsieur Marco Petrini, directeur du comité Gruppo India Onlus et vice-président de la Fondation Touret. Merci à vous. Je partirai avec le cardinal que nous avons cet après-midi sur le thème du volontariat, l'activité gratuite dans l'Église. Je vous demanderai quelle est l'importance de célébrer cette journée de volontariat et quelle peut être la réponse que peut offrir l'Église pour promouvoir une société qui soit plus solidaire. Merci à tous et un salut à ceux qui nous écoutent. C'est normal pour une communauté San-Giananti avec laquelle j'ai collaboré depuis de nombreuses années. Et aussi à Torbella Monaca et à d'autres lieux. C'est un des aspects du volontariat qui ne dit pas toute la figure de l'Église, mais c'est inscrit dans l'Église. L'expression plus typique dit comment une personne doit répondre à l'appel de l'Évangile pour suivre le Seigneur Jésus comme chrétien, et une modalité concrète pour traduire cet appel, pour passer de la théorie à la pratique. Nous pourrions trouver beaucoup de citations, d'enseignements de Jésus dans l'Évangile, mais Jésus n'a jamais utilisé cette parole. C'est une parole qui est apparue après dans le temps. Tenons compte que pendant des siècles, de fait, l'Église, avec toutes les variantes historiques, a été le lieu où services de charité sont nés. Par exemple, votre institut, mais je ne peux pas les nommer tous, pour donner une réponse aux personnes les plus fragiles. Maintenant, plus ou moins, l'État devrait essayer d'aider. On parle d'aide à toutes les personnes fragiles. Et si on est honnête, historiquement,
toutes ces choses-là sont nées dans l'Église. Les hôpitaux, les lieux où les gens trouvaient refuge, ceux qui n'avaient rien pour manger ou pour se vêtir. Mais heureusement, dans le temps, on s'est structuré, on s'est organisé. Mais dans l'Évangile, on trouve ce qu'est le principe de ce que nous appelons aujourd'hui le volontariat, c'est le fait d'être proche, une chose que Jésus n'oubliait pas, c'était que toutes les catégories de pauvres, les malades, les boiteux, les sourds, ils se rencontrent dans l'Évangile et Jésus est là. Et Jésus est toujours là pour serrer une main, pour regarder les gens en face, non pas pour toujours résoudre les problèmes. On rapporte des miracles, mais Jésus n'a pas guéri tous les malades qui existaient dans son temps en Palestine. Mais l'expression miracle se met sur cet horizon plus large qu'est la proximité, surtout dans le langage de ces dernières années du pape François. On s'est réhabitué à, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il parle toujours des pauvres en utilisant toujours cette parole. Il suffit de revoir l'Évangile pour retrouver cette parole, mais simplement avec un geste touché, même pour faire des miracles. Jésus fait des gestes simples qui touchent le concret des personnes. Et ça, la théorie ne suffit pas. Les gens n'acceptent pas une théorie. Malgré l'ayant suivi, ils ne sont pas retrouvés, ils sont pas arrivés à la perfection, mais les évangélistes qui étaient aussi donc certainement c'est un ensemble avec des distinctions, et heureusement le monde du volontariat s'est articulé, s'est structuré, et parfois on confond quelquefois le volontariat pur avec un volontariat en partie, avec une partie de participation. Tout est légitime. Quelquefois, certains organismes se risquent de ne plus trouver la juste direction. Mais il est clair que le nombre montre l'Église peut donner certainement, continuer à offrir une route pour qu'on soit de plus en plus solidaire. Toujours, constamment, il faut se référer à l'Évangile de Jésus, il faut toujours se référer à cette racine, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, que parfois on se trouve devant ces situations où il semble qu'on fait autre chose. L'Évangile est la parole vivante pour aujourd'hui, qui doit donner la direction juste pour aujourd'hui. L'Église doit avoir aussi l'astuce évangélique décrite par quelques images pour s'organiser, pour mieux organiser son travail et son attitude de charité. La dernière chose, à mon jugement, un des documents qui a parlé avec le plus de clarté, avec la première
encyclique du pape Benoît. La Seconda Parte est très claire pour l'organisation de la vie de la charité. La première partie, comme vous l'avez certainement lu quand elle est sortie, dans les premières années du pontificat du pape Benoît, la partie plus théologique, la seconde partie est plus pratique. J'ai eu l'occasion de la présenter plusieurs fois dans les caritas dans les diocésaines. C'est de là qu'on part. Il ne faut pas perdre ces occasions d'être signe, témoignage, avérer la capacité d'organiser le monde qui se réfère à nous, qui trouve chez nous, surtout dans le monde des jeunes, ainsi selon mon expérience. Merci. Plusieurs fois, vous avez rappelé l'encyclique, l'institution, pourquoi instituer une task force pour aider. Je vous demanderai, comme on est au début de notre parcours, quels sont, vous, les premiers pas? Je puis dire que comme opérateur, certainement, d'abord avoir la conscience au début que ce qui est grand, on se trouve un petit peu pour les grands thèmes de la paix, les choses qui sont affrontées, qu'on affronte dans le monde aujourd'hui, au niveau d'un quartier, d'une ville, d'un département, d'un pays, où dans certains quartiers, on a une grande pauvreté. On ne peut pas tout résoudre tout, on ne peut pas faire les choses tout seul. Parce que je crois que en face d'une situation de grand problème, on peut faire des signes, mais certainement, si tu veux donner, non pas résoudre, mais au moins donner un visage plus digne aux personnes, la plus grande motivation des difficultés humaines, au niveau social, c'est l'histoire des personnes. Ceux qui sont pauvres, entre guillemets, ceux qui vivent dans la misère, parce qu'il y a une condition qui les a portés à vivre. Bon, avant lui, il y avait un tel, etc. Ils sont devenus, à cause des crises, des moments importants de l'histoire d'une ville, d'un pays. Pour moi, l'interlocuteur, c'est celui qui offre. Ce que j'ai toujours suggéré, c'est déjà au séminaire de Saint-Jean, que j'ai accompagné des jeunes et autres personnes qui pensaient qui voulaient offrir quelque chose à l'Église. J'ai toujours dit que la première chose, que dans un lieu que tu choisis, il y a plus de 100 paroisses à Rome, mais enfin toutes les paroisses ont besoin. Et si tu dois, une fois que tu as regardé autour de toi, ne pas arriver avec des paquets, regarde autour de toi, cherche à comprendre la réalité des personnes, écouter les personnes. Puis après, cherche à penser à quelque chose. Signale les problèmes qui te paraissent les plus grands et surtout, va chercher les situations qui déjà, que d'autres réalités et associations, etc., sont déjà en train d'assister. De sorte que si dans un quartier, il y a, par exemple pour les handicapés, il y a déjà quelque chose qui existe, si tu t'aperçois qu'il y a déjà un
un aspect qui n'est pas suivi, alors là, va regarder ce que tu peux faire. Ensuite, se mettre en relation avec les associations locales, et puis aussi les structures sanitaires, de tout le monde qui de fait qui fait déjà les mêmes choses. Et justement, et puis une autre chose importante, ce sont les écoles. Qu'on va voir dans les écoles. C'est de l'école que tu peux arriver à tous les problèmes de la famille. Si le fait d'être une présence, comme les sœurs de la charité ou les sœurs salésiennes, qui sont présentes depuis l'asile, depuis les écoles maternelles, et jusqu'au lycée, avoir une présence dans ce monde-là permet d'avoir une présence globale sur la société. Pour moi, c'est cette idée, au point que j'ai fait toujours cet exemple, comment est-il possible de trouver toutes les polémiques à propos du vaccin, d'une certaine façon, comment, je me pose la question, j'ai posé cette question au biologiste de Sienne, avec qui on parlait de ces choses. La première fois que dans l'histoire, que tout le monde, tous les scientifiques du monde ont étudié la même chose. C'est une force pour l'humanité. De la même façon, si on pensait que le problème de l'immigration était traité au même niveau, les renvoyer, les accueillir, les remettre à la mer, etc. Pour tous ces problèmes sérieux, énormes, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes pour quelques milliers de personnes qui arrivent chez nous, où c'est un peu la même chose. Si chacun doit stimuler les institutions, on ne parle pas de la politique en général, mais c'est être une présence, une communauté religieuse, laïque, qui a une responsabilité sociale ou un citoyen. On peut travailler, faire un mouvement d'ensemble, prendre plus de temps à unir les forces, puis attendre pour réaliser les projets, mais d'abord mettre les forces ensemble. C'est à Torbella Monica ou ailleurs, à travers des groupes, les Roms dans notre... Aujourd'hui, vous êtes à Sienne. Vous êtes toujours mis du côté des pauvres, en parlant des pauvres dits de toutes conditions et de tout lieu nous évangélisent parce qu'ils nous permettent de découvrir quelque chose de nouveau du visage du Père. Suivant vos engagements, quels sont les visages, les histoires que où vous avez pu reconnaître le visage du Père de Jésus. Ils sont nombreux, c'est difficile de faire une synthèse. Certainement, mon histoire sacerdotale depuis les années 80, je crois que sans chercher, je n'ai jamais cherché, mais
comme je dis souvent, ça nous est donné. À peine je suis devenue évêque, les les Roms nous ont interpellés. Chaque titre est je dois dire que j'ai vécu toutes ces années, depuis 89, j'ai vécu avec une grande continuité. Et, nous, chaque fois que j'ai été interpellée, qu'on m'a interpellée, je voyais la personne qui demandait l'aumône à l'église. Et puis, quelquefois, je me disais, fais-moi capirer, qui es-tu, d'où viens-tu? C'est pas automatique. Ils ne répondent pas tout de suite, bien sûr, mais c'est ça, c'est là-dessus que je me suis interrogée. Dans la troisième, dans une paroisse, chaque cardinal a un titre cardinalice attaché à une paroisse qui aide le pape. C'est symbolique, c'est la tradition qui lie chaque cardinal à une église ou à une paroisse. Et moi, par hasard, j'ai été nommée à Tor Bella Monaca, une paroisse de Rome. Donc, on allait à chercher, et j'invitais les jeunes à aller voir aussi le Léour, un quartier de Rome, où la vie est plus riche. Il y a les banques, certainement un autre lieu, les industries, où on a réalisé, j'ai emmené les jeunes à découvrir, on a commencé avec les jeunes à aller dans les prisons, etc. Et puis, le monde de Tor Bella Monaca, un quartier de Rome, parce que il y avait tellement de situations là que vous l'avez connu aussi. Il faut se donner 20. C'est ce lieu, si on veut faire quelque chose, il faut y être tout le temps. J'ai été 8 années. Une année en vaut 2, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Les appels sont tellement nombreux. Donc, dans ce lieu, la marginalité des Italiens, il y a peu d'étrangers. Et puis, je suis allée au séminaire 9 ans déjà. Mais si on me demande au séminaire, vous direz qu'il y a quelque chose derrière. Et j'ai rapporté mon expérience. La marginalité des gens et des jeunes de la rue. Et on m'a accusé d'emmener les séminaristes vers les prostituées, parce que c'était une expérience pour rapprocher les marginaux.
j'ai invité tous les prêtres à découvrir ce lieu dont personne ne s'occupait, comme celui des Roms. Comme le lieu des Roms, c'est un autre milieu qui est en difficulté et personne ne s'en occupe. Alors, comme je voulais mettre ensemble ces choses, la formation n'a pas de sens si on ne va pas, si on n'approche pas ce monde-là. Il faut traduire dans la réalité. C'est eux qui vous cherchent, vous n'avez même pas à les chercher. À mes jeunes séminaristes, il y a un espace, tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas y aller, mais tu peux aller. Et puis avec les filles de la rue, c'est pareil, la zone de la Via Salaria, de la rue Salaria. Il y avait un groupe déjà j'ai avoir une attention pour cette zone, la zone de Léour aussi. Et on a commencé, et il y a eu des petits groupes qui ont porté un nom. Et pour dire que approchons, il faut aller vers. Je disais à un prêtre, mais devant l'église, je voyais ces filles, elles n'arrivaient plus après ces expériences qui ont duré quelques années, ces années de volontariat, on a cherché à aller de l'avant. Avec un regard, un sourire, demander comment vas-tu. C'est pas quelque chose de choquant. C'est pour une fille qui sait être là. Cherchons. Si quelqu'un la salue, elle sait bien pourquoi elle est là. Surtout si quelqu'un du sexe masculin s'approche d'elle, on sait pourquoi elle s'approche. Donc, c'est quelque chose qui touche la personne, qui la... Faire qu'ils ne soient plus des objets, mais chercher à avoir des rapports, des relations. Sinon, les visages que j'ai vus passer pour la première fois, qui ont trouvé quand tu entends parler dans ta langue, quelque chose se passe. Tout de suite, un dialogue se noue qui est beaucoup plus que si on parle en italien ou en anglais. Et j'ai vu dès les premières fois, après 2 ou 3 mois, on s'habitue à tout, de nombreux visages, surtout à Torbe Monica. Les plus grands miracles que j'ai vus, c'est il y a une fille de 7 ans. Elle a vécu une vie qui était prostituée depuis 12 ans.
Et quand tu vois la maman pour la première fois, que ça m'a touchée parce qu'un visage sans nez, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Après, tu comprends que c'est pas une maladie ni une opération, c'est la cocaïne qui au fur et à mesure du temps, euh, euh, qui te mange, qui te corrompt d'à l'intérieur, un visage sans nez. Puis après, jusqu'au dernier jour, on a pu, c'est sous un porche, et puis tu la portes en 2004, et la communauté, mais un miracle. Il n'y a pas énorme. Pour moi, il faut. Dans cette journée, on veut montrer le visage de l'hospitalité. On a aussi d'autres personnes qui, sur le territoire de Rome, bonsoir à toutes, je m'appelle, ça fait depuis 10 ans que je suis, je vis avec le cardinal. On a commencé d'aller auprès des prostituées. Il y a une centaine de personnes avec des laïcs et des prêtres. On est allé pour donner un peu de réconfort à ces filles. Paolo a été un maître pour chacune de nous. Elle a pu rejoindre différentes personnes pour donner une parole d'espérance à ses sœurs. Mais c'était important que nous étions un signe de présence. C'était important pour elle de savoir que tous les vendredis, on allait vers elle. Paolo a créé ce groupe très beau et on a aidé tellement de jeunes, aussi bien au point de vue économique. On les a aidés avec le téléphone. Elles ont remercié pour tout ce qu'on avait fait pour elles. Et beaucoup d'histoires, beaucoup de projets merveilleux. Je voyais seulement des corps nus, mais j'ai appris avec Paolo à les aimer, à les écouter, en pensant qu'elles étaient mes sœurs de la rue. Et elles étaient venues à Rome pour faire fortune. Je les ai embrassées tellement fort comme des sœurs de la rue, avec un amour gratuit. Mais elles étaient exploitées par tellement de gens. Mais un peu d'amour, on leur a donné parce qu'elles en manquaient. C'était vraiment merveilleux. On a été certaines faire l'adoration, se mettre devant le Seigneur Jésus. C'est extraordinaire. On a mangé la pizza avec elles. Ce sont des moments très, très bien pour moi, pour grandir. J'ai tellement appris d'elles. J'ai appris on a trouvé une structure pour accueillir ces filles qui étaient sans toit. Et je suis très heureuse. Je ne peux pas
oublier que chacun de nous peut faire tellement pour ces personnes abandonnées, et c'est le cadeau le plus grand qu'on peut leur faire, c'est leur donner de l'amour sans. Je suis sœur Vincenza Morelli, sœur de la Charité, de sœur de la Charité de Sainte-Jeanne-Antide. Je suis, depuis 54 ans, je suis en région. J'ai servi les pauvres qu'on m'a confiés. Depuis 1900, j'ai été au Spallanzani comme assistante sociale. Cet hôpital est devenu ma maison, au sens que, comme assistante sociale, j'avais l'accès partout où d'autres ne pouvaient pas entrer. Quand j'allais aussi vers les malades du sida, bien sûr, mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'est les jeunes qui étaient pris de cette maladie, qui n'avaient plus de lien avec la famille pour leur permettre d'être le lien et de trouver une rue pour se réconcilier avec leur famille. Et cela m'a toujours, non pas troublée, mais que j'ai senti profondément qu'à la fin de nos jours, nous cherchons le fil, pourquoi nous sommes venus, pourquoi nous avons vécu ça. Je les ai laissés, je cherchais le lien avec au moment où je les avais laissés, et à ce moment-là, je me sentais vraiment sœur de la charité. Et je cherchais de quoi avaient besoin les personnes. Je faisais vraiment le plus possible pour récupérer la fin de leur jour dans la paix, l'abandon, parce qu'ils découvriront aussi dicono che l'engagement des volontaires, Sœur Vincenza, courage d'être église dans les périphéries, qui n'est pas seulement géographique, mais aussi assistentielle, existentielle. Mais que les jeunes, pensons aux jeunes qui sont sans travail, ceux qui sont discriminés, dans les familles en difficulté, et à ceux qui sont dans la solitude, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ne croyez-vous pas qu'il soit nécessaire de faire une task force intergénérationnelle? Comment pouvons-nous marcher avec les jeunes? Certainement, il y a besoin de quelqu'un qui affronte le problème, qui le regarde, qui s'en rende compte. Il vient spontanément de de penser à un moment de ma vie quand je vivais dans les périphéries, à Sienne, un petit pays, très beau pays, mais la densité des œuvres d'art, des traditions, même dans un petit lieu, c'est difficile de trouver ailleurs. Mais si tout est concentré et très significatif. Je me rappelle quand le pape disait Sienne, spontanément, je dis pourquoi instinctivement certaines choses viennent. Et puis quand j'ai compris que j'ai fait toujours et enseigné, quand tu t'aperçois que les problèmes sont différents de ceux de Torbella Monaca, mais il y a tellement de situations, mais là aussi,
si il faut mettre en œuvre des mécanismes, des choses auxquelles on ne faisait pas attention. Ce qu'on a fait à Rome dans les années 80, d'aller à la gare pour rapprocher les gens qui vivent là, qui dorment là, cette présence auprès des Pakistanais qui arrivent ceux qui arrivent des Balkans, ceux qui ça mobilise tellement de force. On s'aperçoit comme c'est important auprès des jeunes. Par exemple, le jour des pauvres, faire un repas pour eux. Personne ne s'est scandalisé. Et je me suis aperçue que à peine arrivé un groupe de jeunes filles, la maman découvre les appels à travers le téléphone de la pornographie qui arrive à finir par tuer des enfants, des choses horribles, indescriptibles. Alors tout un réseau de personnes qui s'occupent de ça en découvrant dans les petits pays sur la montagne des petits jeunes de la ferme là aussi. Tu t'aperçois comment aujourd'hui le monde de l'Internet un peu qui globalise tout avec le risque de tout aplatir et faire que les choses absurdes deviennent normales. Parce que dès que tu as un écran tu t'aperçois de choses où les jeunes voient tout. Dans les périphéries sont partout, sont dans les villes les plus nobles, bourgeoises, mais aussi ailleurs. Une task force, ce serait bien aussi. Comme je disais, une des intentions ne peut pas être sans les écoles, parce que les jeunes vont à l'école. Les enseignants de religion, pour moi, ce sont ceux qui ont encore des jeunes devant eux. Les jeunes ne vont plus guère en paroisse, mais les jeunes de 14 à 19 ans, encore quelques-uns, mais normalement, on sait que ceux qui s'occupent de pastoral se rendent compte que après la confirmation, les jeunes s'en vont, tandis que tu peux les retrouver à l'école. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre parcours. Au lieu de commencer quelque chose, notre parcours s'arrête à la confirmation. Alors, ça devrait nous interroger pour trouver finalement une solution. Donc, une task force serait importante à l'intérieur de l'Église pour aller et là où on se met en mouvement. Je vois à Rome et je vois aussi maintenant, je trouve toujours des gens disponibles parmi les professeurs, non pas seulement les professeurs de religion, mais aussi d'autres on arrive à trouver du volontariat dans les écoles parce que
professeur de religion. Et il peut avoir des centaines d'adolescents devant lui. Je crois qu'on doit être, il faut aller où sont les jeunes, dans les groupes sportifs, dans les écoles, et aussi dans les choses ludiques, là, partout où vont les jeunes. C'est un autre chapitre. Mais tu trouves déjà, ouais, c'est important. Cherchons à arriver, de nous tenir constamment en lien avec eux. L'alliance famille, école, paroisse, chercher tous les lieux où sont les jeunes. Un dialogue des responsables. Ça ne résoudra pas tout, mais certainement ça met en œuvre des mécanismes à travers lesquels affronter quelque chose, même sans résoudre tout, mais au moins affronter les choses. Il doit y avoir un désir de base mais quelquefois ce désir s'éteint, cette passion est aussi de la part des prêtres. C'est pas facile. Se remettre quand tu te laisses aller, c'est difficile de se remettre en mouvement. Je crois que ça vaut aussi pour vos instituts, pour vos maisons, pour les petites ou les grandes. Un petit appartement à Torbella-Monaca, c'est déjà un lieu qui permet d'être au milieu des autres. Faire attention aussi aux grandes institutions. Et il faut les défendre, le risque de s'occuper seulement du château et de ne pas avoir le reste. Les riches dans les châteaux, ils voudraient être plutôt dehors plutôt que dans les châteaux. L'intelligence de l'évangile, nous devons nous rééduquer les situations. Il y aura toujours des situations. Il faut aller vers les marginaux. L'évangile nous le demande parce que de toute façon, nous sommes encore tous, nous venons de lieux, de contexte comme le palais épiscopal peut être le lieu. C'est avec une lecture évangélique, on peut arriver à faire quelque chose. La réalité des jeunes, donnons la parole au professeur Marco. On a une citation du pape François. La paix, la dignité humaine, l'inclusion et la participation mettent en évidence combien il est nécessaire de transmettre non seulement la connaissance didactique, mais surtout une sagesse humaine et spirituelle, faite de justice, de comportement vertueux, pour réaliser concrètement. Et cela, vous pouvez nous l'offrir. Et comment peut-on arriver à transmettre ces valeurs aux jeunes? Alors, merci. Bonsoir à tous. Je commence un peu le Centre pour la solidarité internationale. Ça
son histoire en 2006, suivant l'intuition du recteur, qui est un professeur de médecine de Rome, avec l'idée, l'université catholique, une série de compétences. On est parti des compétences médicales qui mettent en œuvre à la polyclinique, mais aussi en dehors. Et beaucoup de nos médecins étaient engagés d'une manière dans des projets dispersés. Et on a essayé de créer une task force, de mettre en lien ces forces. Et ainsi est né notre Centre international de solidarité, d'abord dans le domaine médical, et puis on a besoin non pas seulement de médecins dans le monde, mais on a besoin d'éducateurs, de psychologues, de personnes qui travaillent dans notre université, ainsi avec la logique simplement de valoriser les compétences qui étaient déjà présentes là. On est parti avec le besoin de faire. On a des compétences techniques, on peut aller dans le monde, mais il n'y a pas seulement la dimension du faire. C'est université en recherche, création de compétences, d'enseignement avec les jeunes, avec la dimension du faire. On s'est placé tout de suite dans la perspective d'éduquer. Non seulement les compétences techniques, elles doivent y être, mais il faut former l'esprit, le sens, de mettre ces compétences au service du bien des gens, de la personne. C'est une des valeurs fondamentales. En 2009, on a lancé un projet destiné à nos étudiants, ceux qui avaient déjà une licence, de porter nos étudiants au dehors de l'université de notre pays, pourraient faire des expériences de volontariat où ils puissent mettre à profit quelles étaient les compétences qu'ils avaient apprises sur les bancs, mais faire une expérience ce projet a eu un développement très rapide, intense, parmi nos jeunes. Le projet, d'abord pour les jeunes qui résidaient dans notre université, puis après ils ont eu tellement d'enthousiasme, ils nous a poussé à élargir cette expérience et de donner cette expérience à tous les étudiants de toute l'université. Aujourd'hui, les personnes qui ont fait cette expérience ont été environ 400 personnes ont déjà fait cette expérience. Chaque année, on fait un effort d'augmenter les postes mis à disposition et les destinations, mais toujours avec le malheur de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Donc la demande est beaucoup plus grande que nos possibilités de répondre à ces exigences. D'un côté, d'autre part, on se dit, beaucoup de jeunes veulent se dépenser, veulent sortir de leur confort et faire quelque chose certainement pour eux, mais aussi pour les autres. Donc, parmi les réalités de mission, certainement, il y a des sœurs de la charité. Comment est née cette collaboration
avec la Fondation Tourelle. Elle est née, on pourrait dire, per caso, certainement c'est la Providence. De cette manière, on a un très cher ami qui fait partie, qui fait une partie de ses études en Éthiopie, et ses relations avec l'Éthiopie pour réaliser quelques projets. Il s'occupe, il crée des relations avec d'autres pays au niveau culturel. Ils ont eu l'occasion d'occasionner d'être en relation avec les sœurs, avec une communion de vision, de valeurs. En 2018, on a mis parmi les destinations qu'on proposait à nos étudiants, on a aussi proposé l'Éthiopie pour des activités de formation auprès des jeunes, des enfants. Ces expériences apportaient une grande satisfaction mutuelle. On a été très contents d'avoir envoyé nos étudiants là. Et les jeunes aussi ont fait beaucoup d'enthousiasme, et nos communautés aussi qui les a accueillis. Une expérience très belle qui on essaye de la répéter, de l'agrandir. En 2020, on a essayé aussi par l'Inde et le Cameroun. Tout de suite, on a commencé la sélection. On a mis 60 postes, on a eu 300 demandes. Mais malheureusement, avec le Covid, le projet a été interrompu. Mais finalement aujourd'hui, les conditions sont de nouveau favorables. Et vers 2023, on va relancer pour l'Inde et le Cameroun pour une collaboration dans le domaine médical. Très bien. Cet après-midi, on veut parcourir la route de l'approche, se rendre proche. C'est une parole très belle, mais aussi un peu difficile. On a fait l'exemple, tous, nous avons tout dans nos poches nos petites boîtes qui nous donnent l'illusion de l'approche. On allume le cellulaire, et puis virtuellement, on peut aller dans toutes les parties du monde. On peut avoir l'illusion de connaître le monde. Mais c'est une connaissance très plate. Tout est égal sur le cellulaire. Le défi est de créer une proximité réelle qui prenne tous les sens. Il faut connaître pour être proche. Il faut connaître quelqu'un qui a besoin. Ne pas passer de l'autre côté de la route, ne pas tourner la tête d'un autre côté. On cherche c'est ça qu'on apprend à nos jeunes. Toi, tu as appris tellement de choses. Maintenant, allons voir dans les choses réelles. Peut-être en dehors du thème, mais une expérience personnelle. Moi aussi, quand j'étais étudiant à l'université, j'ai eu l'occasion de faire une expérience de volontariat en République centrafricaine. Je me rappelle que les 10 premières minutes, tout de suite en dehors de l'avion, je pense que les minutes les plus intenses de ma vie. Pourquoi? En sortant de l'aéroport,
qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu tout ce que je savais. La République centrafricaine, j'avais déjà vu en photographie, j'avais déjà vu des petits films. On m'avait déjà raconté des choses sur la République centrafricaine. C'était exactement ce que j'avais vu dans les films qu'on m'avait racontés. Le choc, c'est vrai, ça existe. Mais on essaie de faire comprendre à nos étudiants que si beaucoup de choses existent sur nos cellulaires, il y a toujours les riches, les pauvres, des histoires. Mais le canal est toujours le même. Quelle différence il y a entre un pauvre qui est dans le monde que nous ne connaissons pas et, il n'y a pas devant le cellulaire, il n'y a pas de... Bon, on reste toujours loin, mais on essaie d'aller à la rencontre pour toucher, voir vraiment la réalité. Les étudiants de l'université qui ont pu aller en terre de mission, et selon vous, quelle image ont les jeunes de la mission? Je dirais que c'est une demande très optimiste parce qu'elle elle présuppose que les jeunes ont une vision. Mais vraiment, moi, je me rends compte que les jeunes n'ont pas une vision. Je ne veux pas je ne veux pas faire les jeunes comme une catégorie. Il existe beaucoup de jeunes qui ont chacun leur peur, leur imagination. Les jeunes sont divers de notre point de vue, c'est très limité, mais enfin, beaucoup de jeunes sont des jeunes universitaires, mais on voit tellement de choses différentes. Des jeunes qui ont des désirs de connaître, de se mettre en jeu, qui sont très touchés de ce qu'ils voient autour d'eux et qui sentent la responsabilité des privilèges qu'ils ont eus en naissant dans notre pays et dans leur famille, et d'autres qui sont très apathiques, indifférents. Il y a de tout. Comme éducateurs, nous avons le devoir d'essayer de parler avec tous, avec ceux avec qui il est plus facile de parler et les autres qui sont plus sourds, en sachant qu'une demande de sens, tous l'ont. Une demande de sens. Certains l'ont plus évidente ou plus cachée. Et l'autre grand défi, c'est le Covid, ou sortir du Covid. Et c'est être conscient que nos jeunes ont eu un impact non seulement sur les jeunes, mais enfin sur les jeunes, la réaction. On voit à l'universitaire certains qui à peine l'université ouverte, ils sont arrivés en courant parce qu'ils avaient besoin, mais d'autres qui continuent à ne pas venir à l'université, à vivre derrière un écran. Quelle image de l'université pouvez-vous nous offrir, Monsieur Petrini? Je suis enseignante en 2001. Depuis, j'ai adhéré au programme qui m'a permis de venir au centre Rome. La décision était poussée par la volonté de me mettre en jeu
pour au service des autres et de trouver de nouvelles réalités, de situations. J'ai été engagée par le centre et c'est possible, tu es accueilli et tu fais partie d'une grande famille. Durant mon expérience, j'ai vu des familles avec leurs enfants, je les ai vus grandir. J'ai fait quelques leçons d'italien pour abattre le mur qui existait entre nous. Ensuite, j'ai passé des moments joyeux avec les adolescents et puis manger avec eux. J'ai pu connaître leurs passions et puis découvrir leurs songes, leurs rêves. Oui, Il est possible de traduire parce que je ne comprends pas. Les ondes sont brouillées. Je suis partie pour l'Éthiopie, à Chiré. J'ai trouvé les Sœurs de la Charité qui m'ont accueillie. Et puis, capisci tu? Ho scritto a Terez perché è successo qualcosa con l'audio. Ce fut une belle expérience depuis les premiers jours, et aussi avec l'accueil que nous avons reçu, avec ma compagne de voyage. Et on a trouvé un contexte culturel différent, on a été accueillis et cela nous a permis de collaborer de, à l'intérieur. La partie plus au niveau du travail. Ça a été une très belle expérience. On a été très... On a pu voir
Et puis je suis retournée en Éthiopie pour faire des projets de jumelage. Et, euh, et avec l'école où je travaillais à Milan. C'était très bien de connaître d'autres personnes et aussi confronter les situations. Mais aussi voir les différentes stratégies, les différentes manières de faire. C'était un très beau parcours, enrichissant. Merci à vous tous pour l'attention. Les vidéos nous auront touchés, mais aussi parce que vous, depuis tout jeune, vous avez été aussi dans le cœur de la mission. Et donc, je voudrais que vous nous racontiez un peu de la part des jésuites, qu'est-ce qui vous a permis de faire des expériences extraordinaires. Ça me touche. Bonsoir à tous. C'est une coïncidence, mais aujourd'hui, c'est la fête de Saint François. C'est une coïncidence. Cofondateur de la Compagnie de Jésus. Et donc, c'est une coïncidence qui lie Saint Jananti, la fondation, et avec le groupe India. J'ai été un élève des jésuites. J'ai fait toutes mes études chez les jésuites et j'ai rencontré un prêtre qui s'appelait le Père Péché et qui animait le mouvement eucharistique des jeunes et là nous éduquait à la charité. Je l'ai dit plusieurs fois. Les circonstances d'enseignement. Le pape François, je me rappelle bien les conférences du Père Mario Péché. Cette vie d'étudiant, il nous enseignait à ouvrir notre cœur aux autres et à mettre au centre notre foi catholique. Et cela nous a porté en 1980. C'était à la dernière année de lycée. Notre groupe, on a eu la proposition d'aller en Inde. Nous sommes partis à 15 en Inde. Il n'y avait encore pas les cellulaires. La première fois qu'on a pris l'avion, qu'on quittait la famille, et nous sommes allés en Inde, à Bombay, puis aussi aux marges on a fait une expérience d'approche, de rencontre avec les personnes, les enfants accueillis dans une cabane avec un prêtre qui les accueillait, qui leur donnait la possibilité de grandir, d'étudier. Avec les canossiennes qui nous hospitaient, qui nous servaient, qui nous accueillaient. Le groupe de l'Inde, le groupe India, ce qu'on a apporté d'abord avec le Père Péché, on a fait 2 caractéristiques bien précises et qu'on a continué de porter au point de vue économique. On avait, pour donner à chaque enfant la possibilité d'avoir leur costume, mais surtout la conversion du cœur, l'ouverture de notre cœur vers ces enfants, ce groupe d'enfants, ces personnes lointaines
il fallait se sentir proche. Et encore aujourd'hui, nous invitons nous-mêmes et aussi tous les personnes que nous rencontrons à faire ce processus d'ouverture du cœur. Et ceux qui étaient lointains sont devenus proches. C'est un grand défi et certainement quelque chose de très intéressant, de très beau, et aussi parce que on voit la participation de milliers de personnes. On a semé beaucoup et on a mis en route d'autres personnes et nous continuons à faire avancer cette œuvre en soutenant des lieux de mission, non seulement en Inde, mais à différents pays du monde. Avec 80 lieux de mission avec les sœurs de la Charité de Saint-Jean-Nanty, d'autres religieuses, le groupe India et la Fondation Touré. Quel est le lien? Vous avez collaboré à la Fondation Touré, mais là, aujourd'hui, vous pouvez nous raconter la Fondation, il y a depuis 10 ans, comme projet symbolique. Je dois donner un salut à Madre Nuncia qui m'a demandé l'idée que j'ai partagée beaucoup, c'était à ce moment, dans ce processus de l'Église, de la société, du monde, ces exigences dont j'ai parlé déjà, c'est ce que j'ai vu des sœurs en Inde et ailleurs, que s'unir de plus près des consacrés et des laïcs peut devenir un processus vertueux pour faire le bien ensemble. Et en même temps, donner la possibilité aussi aux religieux, dans ce cas à la congrégation de Saint-Jean-Nanty, d'avoir un instrument dans le respect des lois qui ont été aussi obtenues par des lois, avec de donner une structure organisée qui peut faire participer d'autres personnes en collaboration avec les laïcs, donner une dimension plus en phase avec le monde et le mouvement de l'Italia vers le monde. Aujourd'hui, les consacrés locaux, qui sont très différents dans le monde, sont devenus des protagonistes de la mission, de la croissance des œuvres qui sont dans leur pays. Et si toute la coopération a pour but est projetée vers le soutien, plutôt enseigner à pêcher que de donner un poisson, mais pas seulement faire des projets d'assistance qu'on a toujours fait depuis des siècles en termes de solidarité, mais aussi arriver à toucher l'assistance d'autres organisations avec lesquelles on collabore. C'est les mêmes sœurs, donner aux sœurs une dimension de faire des projets, d'être responsable, et certainement
avec pour ce projet de cette année, on parle du Tchad cette année. Les Sœurs de la Charité, depuis de nombreuses années, sont présentes surtout à l'attention aux femmes. Là, les filles sont accueillies, on les aide à avoir des responsabilités avec la particularité. Tout de suite, on leur donne attention. Le fait d'être proche, avoir le souci des filles de la rue, des autres, des gens qui sont en situation difficile. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont aidé. Bonsoir à tous, nous sommes une représentation de Jésus sur la terre. Depuis quelques années, pour la Fondation, nous faisons un projet pour l'école qui nous a, qui donne des beaux résultats sur le profil de la diffusion de la culture parmi les jeunes. Il y a quelques... Je suis Rosella Franco. Ce sont des amis qui ont fait l'expérience pour un projet de l'école et on a pu construire des choses importantes dans ce secteur. Bonjour, je suis une enseignante. J'ai passé quelques années en Afrique. Je me suis intéressée avec les Sœurs de la Charité. Et le premier, d'abord, j'ai pu, pour la première fois, la sensation physique de se trouver dans la forêt, de se sentir nu, de n'avoir rien, accepter ce que sera un changement de vie pour toi. C'est des années de grande joie et de grandes difficultés, mais être dans ce monde, je ne voulais pas me lever parce que, parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait parce que j'étais blanche. Mais tout... ouais. Et dans beaucoup de choses que j'ai connues en Afrique, et certainement voir les différences. Chez les Sœurs de la Charité, il y avait des personnes de nationalités différentes et la différence crée la peur et peut-être on pense que notre culture est la meilleure. En réalité, j'ai découvert qu'avec les gens du Sud, on a des conceptions, si on affronte tout avec simplicité, cette différence peut être une grande richesse, suscite un grand amour que le Seigneur nous donne la possibilité de voir. Je m'appelle Robert, je suis ami des sœurs depuis de nombreuses années et mon amitié avec les Sœurs de la Charité a commencé avec un témoignage de sœurs
une amie, une sœur amie, et avec son témoignage et sa mission Gundi, qui était à Gundi au Tchad. Et son témoignage, elle racontait le, le centre où les enfants, sœur Michael, cherchait à instruire ces personnes. Quand mourait la maman, ces enfants étaient souvent enterrés avec la maman parce que personne ne s'occupait d'eux. Donc le motif de ce centre, c'était d'accueillir les enfants et pour sauver les enfants. Pendant 2 ans, cette structure, on a essayé avec différentes initiatives. La première année que je suis allée, j'ai vu en 2007, puis j'ai vu l'Afrique pour la première fois. J'ai fait des expériences terribles. C'était la rencontre avec une personne, en plus de sœur Michaela, une dame qui était lépreuse, qui vivait, Louis. Et lui, il faisait le jardin des sœurs et avec toute cette personne l'a touché. Elle m'a fait vibrer une étincelle et cette mission m'est entrée dans le cœur et j'ai apprécié. Et j'ai pu aider les sœurs de la charité. Je remercie les sœurs de tout cœur qui m'ont rendu heureux et je cherche aussi à rendre heureux les jeunes. Je m'appelle Sœur Monica. Je me trouve en Argentine avec toute la joie d'être là depuis la Fondation Tourelle, une expérience d'être le bras opératif d'action. Et c'est une expérience très forte parce que je suis assistante sociale. Ça m'a beaucoup aidée à grandir, non seulement comme sœur, mais aussi comme assistante sociale, professionnelle. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Cela est né pour accompagner les projets dans ce continent où, comme sœur de la charité, nous sommes présentes. C'était une belle expérience pour moi. Ça m'a ouvert des horizons du cœur, de la solidarité, parce que différentes expériences, comme personne laïque, comme religieuse, ça m'a aidé beaucoup à regarder plus loin. Il y a tellement de choses dont nous pouvons parler, de la culture de la mort, en même temps de la solidarité et le charisme de Sainte Jeanne Antide, des Sœurs de la Charité, pour moi, est un charisme très actuel parce qu'on parle de l'évangélisation et de la promotion humaine. Depuis 10 ans, la Fondation Tourret, je suis très touchée de voir comment la Fondation a aidé à faire un chemin significatif, concret.
en Argentine. Une expérience très forte a été celle du volontariat pour les jeunes. Et la première commission avait la mission de mettre les bases. Et on ne pensait pas arriver. Mais les jeunes qui ont frappé à la porte de notre fondation pour toucher le charisme des Sœurs de la Charité, pour moi, a été une expérience très grande pour pouvoir grandir dans le charisme et porter. Mais ça me plaît de porter dans le cœur toutes ces situations. Ces histoires de rapproche et d'expérience pour encore quelques minutes pour des questions. S'il y a des personnes qui sont liées avec nous par streaming peuvent poser des questions. Je ne sais pas si nos hôtes peuvent encore dire quelque chose. Une question? Un peu? J'attends moins. Sento più, non so se parla molto bene, non so. Cosa? Non Lo senti? Aspetta. Aspetta, sì, forse era il lei. microfono di lei, sì. Mm. Facciamo una cosa, è vero che poi dopo. Au mois de mars de l'année prochaine, un concours international de dessin, de photographie destiné à toutes les écoles, de tout le monde pour la fondation, en cherchant un jury qui sera présidé par quelqu'un du Vatican, un ex-élève, quelqu'un de très compétent. C'est très important qu'on diffuse une diffusion très large